2 mars 1869. Extrait du journal des frères de Goncourt. Jusqu'ici, nous n'avons pas rencontré encore une personne qui nous ait fait de notre livre un compliment même banal. Nous allons, avant Magny, chez Sainte-Beuve. Il redescend de la chambre où il se sonde, et il commence à nous parler immédiatement de notre roman, comme un homme ayant à en dire long. Il se le fait lire dans l'intervalle de son travail. Ce fut d'abord une espèce de patelinage, des mots qui ressemblaient à la caresse d'une patte de chat qui va sortir ses griffes. Et les égratignures ne tardèrent pas. Cela arriva menu à petits coups. Quand tout, nous voulions trop, que nous allions toujours à l'excès, poussant et forçant nos qualités, qui ne disaient pas que nos morceaux lus ne pouvaient, avec la voix d'un très bon lecteur, avoir un agrément dans un certain décor, mais que les livres étaient faits pour être lus. Mon Dieu, on les donnera peut-être comme des morceaux dans des excerpta plus tard. Mais moi, fit-il, je ne sais pas. Ce n'est plus de la littérature, c'est de la musique, c'est de la peinture. Vous voulez rendre des choses. Et il s'anime. Tenez, Rousseau. Eh bien, avait déjà trouvé un procédé exagéré. Est venu après lui Bernardin de Saint-Pierre, qui l'a poussé plus loin. Chateaubriand, Dieu sait. Hugo. Et il fit la grimace qu'il fait toujours à ce nom-là. Enfin, Gautier et Saint-Victor. Eh bien vous, n'est-ce pas? C'est encore autre chose que vous voulez. C'est du mouvement dans la couleur, comme vous dites, de l'âme des choses. C'est impossible. Je ne sais pas, moi, comment on prendra cela plus tard, où on ira. Mais voyez-vous, pour vous, il vous faut atténuer, amortir. Tenez, eh bien votre description, là au bout, tout au fond, le pape quand il est tout blanc. Eh bien non, peut-être une autre courbe. Et puis, partant par une tangente inattendue de colère, neutre alteinte. Qu'est-ce que c'est que ça, neutre alteinte? Ce n'est pas dans le dictionnaire, c'est une expression de peintre. Tout le monde n'est pas peintre. C'est comme un ciel couleur de rose-thé. De rose-thé? Qui est-ce qui sait ce que c'est qu'une rose-thé? Pour un paysage de Rome. Si c'était encore dans la banlieue. Et il répète « rose-thé ». Il n'y a que la rose, ça n'a pas de sens. En art, il faut réussir. Je voudrais que vous réussissiez. Et là, il a une suspension qui nous fait soupçonner que le livre n'a pas eu de succès dans son entourage, et peut-être qu'il a ennuyé la manchotte. Et il se met à nous prêcher d'écrire pour le public, et de descendre nos œuvres à l'intelligence de tous, nous reprochant presque cet effort et cette ambition de notre conscience. Ce travail de nos œuvres sué de notre sang et qui nous tue. Cette passion héroïque de notre satisfaction personnelle dans nos œuvres. Vil conseil de courtisans de tout succès et de toute popularité, au milieu desquels, comme nous lui disions, qu'il n'y avait pour nous qu'un public, non celui si bas et si ravalé du moment, mais le public de l'avenir, il nous fit avec un haussement d'épaules. Est-ce qu'il y a un avenir, une postérité? On se figure ça. Blasphéma le journaliste, touchant à chaque article le viager de la gloire et ne la voulant pas plus longue pour les autres, pour les non récompensés de leur vivant et les titres méconnus qui espèrent leur paye de la postérité. Il gronde, il grogne, il argutie, avec cet agacement de nerfs que tous ceux qui le connaissent à fond lui ont toujours vu pour toute œuvre un peu haute, l'espèce de colère jalouse qui le congestionne dans la discussion de cette œuvre, avec la mauvaise foi qui s'emporte, et une inquiétude de l'acceptation du public, présente ou future. C'est alors qu'il mêle les coups de boutoir aux reproches aigres, et qu'il sort de ses habitudes de politesse prêtreuse. Tout à coup, ici nous voyons percer une visite de cet ami qui ne nous aime pas, Taine. Il nous fait un grand reproche d'avoir fait lire à notre héroïne Kant, qui de son temps
n'était pas traduit. Alors quelle foi voulez-vous qu'on ait à votre étude ? Et il nous a répété cette grosse erreur, en grossissant toujours la faute. Nous avons eu pitié de l'ignorance du grand critique, avec lequel sans doute nous nous serions fâchés, si nous lui avions dit que de 1796 à 1830, il y avait à peu près eu une dizaine de traductions de divers livres de Kant en français.